Mesdames, Messieurs, bonjour. L'AFQP, Association France Qualité Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. Piloter son organisation implique de disposer d'outils. Le BSC, Balance Scorecard, appelé aussi tableau de bord prospectif, fait partie de ces outils adaptés aux ETI comme pour les TPE. C'est Thierry Soulard, en se basant sur son expérience en tant que ex-directeur qualité dans des entreprises internationales, dans le domaine informatique puis l'électronique, qui va partager avec vous son approche sur ce sujet. Passons-lui donc la parole. Bonjour à tout le monde et je vous remercie du temps que vous avez décidé de m'accorder pour ce sujet qui est assez vaste et que je vais essayer de traiter en 40 minutes après. Voilà, donc je pense que tout le monde voit les slides, là, les écrans. Donc personnellement, oui, j'ai été en contact avec cet outil-là assez rapidement. Il a été présenté par Robert Kaplan et puis David Norton à l'université de Harvard en 90. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à pouvoir construire dessus. Et puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était un outil très efficace. Hein. Donc, personnellement, j'ai été chez, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Jacques, j'étais chez Digital Equipment Corporation, DEC, jusqu'en 95. Et ensuite, je suis passé dans le semi-conducteur, donc de l'informatique vers le semi-conducteur. Et dans le semi-conducteur, eh bien, j'ai été dans une société américaine qui ensuite, VLSI, qui a été reprise par Philips Semiconductor et qui ensuite est devenu NXP. La particularité de Philips Semiconductor, c'est qu'ils avaient aussi été fondateurs, cofondateurs du modèle IFQM. Donc, comme vous voyez, ça permettait, je le montrerai, de travailler sur ces deux outils-là, le modèle IFQM et donc le Balance Scorecard. Alors, le tableau de bord prospectif, c'est une des traductions du Balance Scorecard. C'est un tableau de bord qui est un système de gestion sur 4 axes. Hein. Disons que les fondateurs, Kaplan et Norton, sont partis de ce principe qu'effectivement, ce n'était pas la peine de se focaliser sur uniquement la comptabilité de l'entreprise, parce que ça ne permettait absolument pas d'assurer ni sa prospérité ni sa pérennité. Donc, ils ont dit qu'il faut aller voir un petit peu plus loin que la compta seulement. Et donc, bien, ils sont allés voir sur ces 4 axes qui sont quand même la finance, évidemment, mais aussi les clients, et puis les processus internes et l'apprentissage, le développement, tout ce qui permet d'évoluer. Et au centre de tout ça, on trouve la vision et la stratégie. Parce que si on n'a pas de cap, comme le disait Jean-Jacques, eh bien, effectivement, si vous ne savez pas où aller, il ne faudra pas surpris d'arriver nulle part. Donc, là, le tableau de bord, il part sur la finance. Donc, pour réussir financièrement, qu'est-ce que je dois prouver à mes parties prenantes, qui sont les sponsors, les fournisseurs, hein, parce que si je lui fournis quelque chose, est-ce qu'il est capable de me payer, hein? Et puis les partenaires, est-ce que je m'engage avec eux? Est-ce que c'est solide? Donc voilà, hein, tous les parties prenantes autour. Et bien évidemment, les employés. Les employés sont les parties prenantes principaux, puisqu'il ne s'agit pas que s'ils viennent tous les matins avec la boule au ventre en se disant la boîte, ça va de l'aile, est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller voir ailleurs? Vous imaginez bien que la concentration sur leur activité va en pâtir. Ensuite, vous avez les processus internes. Et là aussi, pour satisfaire mes clients, mes parties prenantes,
à quel niveau d'excellence est-ce que je dois être? Mes processus, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils me permettent de savoir où je suis et de prendre une décision rapide? Ensuite, vous avez donc les clients. Qu'est-ce que je dois leur prouver à mes clients, hein? Et est-ce qu'ils me suivent? Est-ce qu'ils vont rester avec moi? Est-ce que je vais en attirer des nouveaux? Et qu'est-ce que je fais pour ça? Et puis l'apprentissage et le développement, c'est là toute la partie évolution. Comment est-ce que je maîtrise déjà ce que je fais et comment est-ce que je vais évoluer, dans quelle direction? Quelles sont mes capacités d'adaptation? Donc, ce système-là est très dynamique, hein, et en fait, là, dans la définition que j'ai mis ici, cette approche capte les feedbacks et les scores aussi bien internes qu'externes pour évaluer les performances et les résultats. Moi, j'ai ajouté, je l'ai mis en bleu, et améliorer en permanence. Parce qu'effectivement, quand on dispose de ces informations en permanence, on peut réagir et on peut améliorer. Et donc ça, c'est un des éléments aussi qui m'a tout de suite intéressé dans ce tableau de bord. Donc, il est fait pour organiser le déploiement de la stratégie générale dans toute l'organisation, ce qui veut bien dire qu'on commence par la stratégie. Donc, on va d'abord la traduire en fait dans des priorités, des objectifs stratégiques et opérationnels, ce qui veut dire qu'on va créer des plans d'action. Ce sera le meilleur moyen, donc les plans d'action qui vont être à court terme, à moyen terme et à long terme pour aller vers vos objectifs qui rempliront la stratégie que vous avez définie. Ensuite, donc, vous allez avoir le portfolio de projets et d'actions. Le portfolio existe aussi au niveau des opérations, hein. Le portfolio, c'est bien effectivement quels sont tous les projets et toutes les activités que l'on a en cours, quels sont tous nos plans d'action qui sont en cours, qui se traduisent en projet, et quelles sont les priorités. Et ça, on verra combien c'est important. Et ensuite, on va mesurer régulièrement, en suivant la trajectoire de l'entreprise, vers l'atteinte ou pas des objectifs. Et si on n'atteint pas, effectivement, là encore, flexibilité, rapidité, il faut réagir. Donc, on va suivre les plans d'action que l'on a définis. On va impliquer chaque collaborateur. Et ça, c'est important, hein. Il faut que chacun sente que ce qu'il fait est en cohérence avec les objectifs opérationnels. Et la dernière chose, c'est communiquer la stratégie à tous les niveaux de l'organisation et comment cette stratégie se décline dans tous les services. Donc, un des effets de l'utilisation du tableau de bord prospectif, c'est aussi que ça force à devenir bien meilleur en formulant la stratégie et en la mettant en œuvre. Et c'est un des avantages également. Donc, le tableau de bord, comme je l'ai dit, eh bien, s'il fonctionne bien, imaginez-vous, là, vous êtes aux commandes d'un avion, hein, d'une voiture, hein, eh bien, s'il fonctionne bien, il vous présente en permanence tous les indicateurs disponibles qui vont vous permettre de prendre la bonne décision et de la prendre rapidement. Donc, ce qui est important, c'est ces indicateurs, il faut les choisir. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Là, je reviens sur les 4 axes dont on a parlé. Sur l'axe financier, on va travailler sur les résultats financiers à un horizon de temps, hein, avec des tendances. Donc, le tableau de bord de gestion va permettre de mettre en évidence les écarts qu'il y aura entre ce qui a été les prévisions et ce qui est réalisé. Donc ça, c'est travail sur les résultats financiers. On va travailler aussi dans l'axe financier sur la compétitivité. Quelles sont les parts de marché que je veux garder, que je veux conquérir, hein, et donc où j'en suis et comment est-ce que j'avance. Il faut que je fasse le point régulièrement.
L'axe des clients, donc la satisfaction et la fidélité des clients. Comment je sais ça? Est-ce que je fais des enquêtes de satisfaction et est-ce que j'analyse les résultats? Parce qu'il ne suffit pas de faire des enquêtes. Donc, j'analyse l'évolution. Quels sont les nouveaux clients que j'ai? Pourquoi? Qu'est-ce qui les a attirés? Et puis, s'il y a eu de l'attrition, quels sont ceux que j'ai perdus? Et pourquoi? Qu'est-ce que je dois corriger? L'axe processus, là, c'est la performance et la maturité des processus. Et ça, on le sait parce que, surtout si on a des certificats ISO par exemple, ou différents types, eh bien là, on le sait parce qu'on a des audits réguliers, audits internes, des enquêtes aussi auprès des parties prenantes. C'est ça qui nous permet de savoir si on a donc des processus qui sont performants. Et aussi la maturité des risques. On sait très bien que le risque zéro n'existe pas, mais quel est le niveau acceptable, humainement et économiquement parlant? Jusqu'où est-ce que je peux aller trop loin? Il faut le savoir. Donc, maîtrise des risques. Et ça, c'est pas simple. Maîtriser les risques, ça s'apprend. C'est un des axes premiers quand on se lance dans un projet. C'est l'analyse des risques. Ensuite, axe apprentissage et développement. Donc, investissement et innovation pour améliorer nos divers moyens commerciaux, améliorer nos techniques. Donc, on va avoir l'utilisation de matériaux informatiques, par exemple, pour les techniques diverses. On va évidemment améliorer par la formation nos moyens et nos performances intellectuelles. Et puis, l'organisation d'entreprise, essayer de la rendre plus fluide. On va créer des nouveaux leviers de performance. Et puis, on va essayer de rechercher l'efficacité dans la recherche et le développement. Voilà. Ensuite, eh bien, je vous présente là un exemple d'une carte commerciale pour vous montrer un petit peu comment traditionnellement on présente le tableau de bord stratégique. Donc sur la gauche, sur la colonne de gauche, vous avez ces 4 axes, finance, client, processus et apprentissage. Ensuite, dans la première colonne à droite, vous avez donc la perspective stratégique. Par exemple, si ici je suis dans le cadre d'un environnement commercial, si je veux augmenter mes finances, avoir une croissance, je vais utiliser des indicateurs qui vont être, par exemple, le chiffre d'affaires par segment. À partir de là, quelle est la perspective client? Je veux avoir une croissance, donc je vais essayer d'augmenter ma clientèle, doubler la clientèle du segment. Ça peut être un objectif. Donc, mes indicateurs vont être nombre de clients et chiffre d'affaires par nouveau client. Comment je vais faire ça? Mes processus, ça va être construire des offres multimétiers pour permettre d'aller vers ce doublement de ma clientèle. Intensifier l'action commerciale. Et les indicateurs seront le nombre d'offres émises ou le nombre de fiches produits, si j'ai décidé de mettre des nouveaux produits pour aller chercher de nouveaux clients. Et puis, évidemment, je vais aussi travailler sur ma satisfaction des clients. Un levier pour cela, c'est le temps passé en face à face avec les clients. Et derrière tout cela, il faut que je forme ou que j'acquière en tout cas de nouvelles connaissances. Ça peut être effectivement en embauchant. Je dois développer les compétences, de toute façon. Donc, développer les compétences, peut-être que j'embauche ou peut-être que je forme des gens. Et donc, mes leviers vont être le niveau de compétence de mes commerciaux, mais aussi, donc pour couvrir les différents postes, mais aussi le pourcentage de managers requis
C'est-à-dire, est-ce que j'ai suffisamment de managers pour les nouveaux objectifs que je me suis définis? Est-ce qu'ils sont efficaces, etc. Donc, vous voyez, un travail sur le développement, la croissance de l'organisation. Alors, prenons un autre exemple maintenant, c'est artisanal. L'exemple, par exemple, d'une carte stratégique pour une brasserie artisanale. Toujours sur la colonne de gauche, on a les objectifs. Donc, la perspective, c'est là aussi, en finance, augmenter les revenus. La perspective client, c'est compter sur la valeur élevée du panier moyen. Chaque client, je voudrais qu'il consomme plus. La perspective processus, c'est diversifier mes canaux de vente. Et la perspective opérationnelle, organisationnelle, c'est je veux être reconnu comme un acteur concurrentiel en matière de vente. Alors, pour augmenter mes revenus, j'ai décidé dans ma stratégie donc d'augmenter de 10% pour, par exemple, les 2 années à venir. Dans 2 ans, je dois avoir 10% d'augmentation de mes revenus. Mes indicateurs seront bien évidemment les états financiers, et je vais développer des nouvelles politiques de crédit distributeur. La perspective client, je veux augmenter le panier moyen. Eh bien, je vais augmenter le montant dépensé à chaque passage de caisse de 15% en moyenne. Pour ça, mes indicateurs, ce n'est pas difficile. Ce sera les factures pour chaque vente prises individuellement. Mais si je veux augmenter ces ventes, il faut sans doute que j'améliore la diversité des produits, que j'ai des offres marketing un petit peu différentes. Alors, processus interne, je dois diversifier les canaux. Alors, par exemple, eh bien, au lieu de ne vendre que à des débits de boissons, eh bien, je vais transférer 30% des ventes sur des canaux tels que, par exemple, le télémarketing. Je vais ouvrir une boutique virtuelle. Je vais peut-être aussi changer mes produits. Je ne vais pas faire que de la canette de 33 centimes. Je vais voir avec mes fournisseurs pour faire du fût, pour de la bière pression, pour faire des bouteilles de 75 centilitres, pour faire des 25 par exemple, parce que si je les vends par pack de 6, en fait, j'y gagne. Et puis, peut-être aussi les canettes métalliques, là, parce que c'est facile pour les gens qui se déplacent. Donc, il faut que je vois avec mes fournisseurs. Et puis, je vais voir aussi avec mon équipe de développement, parce qu'il faut que j'ai pas seulement de la blonde, mais que je propose de la bière brune ou de la bière ambrée, ou bien peut-être aussi de la bière avec des parfums, fruits rouges, etc., etc. Vous pouvez imaginer. Donc, on va travailler sur aussi la recherche, le groupe de recherche et développement. Donc, la perspective, c'est de pouvoir mettre cela en place et évidemment, ça veut dire former les équipes de vente. Alors, peut-être que je vais passer des accords avec une entreprise de formation, qui peut être en ligne d'ailleurs, pour former mes personnes et mes indicateurs seront eh bien, le pourcentage de finances que j'ai mis dans la formation, en investissement, et puis aussi, en résultat, la quantité de certificats obtenus par l'équipe. Certifiés qu'ils ont bien eu ces formations sur tel et tel outil ou sur telle et telle valeur. Voilà. Donc, si on poursuit dans ce cadre-là, je peux vous montrer un petit peu plus un exemple personnel, puisque ça, c'est vraiment ce que je faisais. Donc, c'est une organisation qui, évidemment, est beaucoup plus complexe, puisque là, il s'agit d'une des business units dont j'étais responsable pour la partie Project Management Office. Donc, c'est une organisation de 1800 personnes, réparties partout dans le monde. Mais là, vous allez voir, vous retrouvez, comme je le disais tout à l'heure, le côté
l'IFQM. Si les personnes qui connaissent l'IFQM regardent les titres, ils vont retrouver leadership, people, value, partnership, results, etc. Donc, vous voyez comment on peut mixer les deux entre la Business Balance Scorecard et le standard, enfin le modèle IFQM. Donc, toujours là, si on regarde, alors je ne vais pas entrer dans le détail d'abord parce qu'il y avait des infos que j'ai d'ailleurs supprimées parce qu'elles sont confidentielles, mais l'intérêt, c'est de voir un petit peu comment c'est structuré. Donc, vous avez sur la colonne de gauche la stratégie de la direction, hein, la vision, la mission, les aspirations et la stratégie. Donc, devenir partenaire des leaders importants dans chacun de leurs domaines. Hein. Nous, c'était la création de puces. Donc, effectivement, on avait de très grands clients qui étaient leaders dans leur secteur et on travaillait avec eux, que ce soit Apple, que ce soit Samsung pour la téléphonie, Nokia, Ericsson avant, ils étaient les leaders. Et voilà, donc devenir leader dans les différents domaines, dans les jeux par exemple, on avait aussi pas mal de clients. Développer des solutions basées sur des technologies les plus nouvelles possibles. Hein, donc voilà, tout ça, ça va dans la stratégie. En face de cela, vous voyez les facilitateurs au niveau du business. Hein, eh bien, voilà, le leadership, là, où est-ce que l'on va se positionner et en particulier au niveau de l'organisation en général, de la société. Il avait bien été prévu, par exemple, moi c'est ce qui m'intéressait en premier, le développement de tout ce qui était les compétences en gestion de projet et la qualité, le niveau qualité. On voit que ça fait partie de ce qui est dans le leadership. Les people, donc on va attirer de nouveaux talents, essayer de les recruter, hein, créer des équipes cohérentes, en cohésion, hein, et puis évidemment reward, c'est-à-dire récompenser pour les contributions. Ensuite, les valeurs d'organisation, le partnership et les ressources, donc créer des partenariats avec les plus grands clients parce que la majorité de nos projets étaient des projets faits en commun avec les clients. Donc, on avait un partenariat obligatoire. Et puis, les core processus, donc là, c'est tout ce qui est gestion business, stratégie. Etc. Vous voyez la colonne suivante qui est process area, c'est donc là les processus qui vont être impactés. Donc là, ici, sur cet exemple, il y en a 6. Mais ce qui est important, c'est la dernière colonne à droite qui vous montre les résultats attendus. Donc, on voit qu'on est parti de la stratégie et qu'on arrive vers les résultats qui sont attendus. Donc, c'est des résultats en termes de vente, en termes de marge brute, hein, et puis profitabilité, le cash flow, etc. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais on voit qu'il y a l'évolution vers, en partant de la stratégie de l'organisation, déclinée au niveau de la business unit, qui ensuite se décline. Donc, le slide suivant, c'est ma partie, plus principalement, puisqu'on retrouve dans la colonne de gauche les directions stratégiques, vision, aspiration, stratégie, et ça, en noir, j'ai mis en bleu ce qui concernait donc la business unit, qui est déjà la déclinaison de ce qui vient de la direction générale de l'entreprise. Mais moi, en noir, c'est ce que j'ai comme mission en tant que responsable de PMO. Hein. Le portfolio des projets, sa mission, c'est d'apporter à l'organisation de la business unit tous les processus et les outils dont elle a besoin pour atteindre son business, ses attentes business. Donc là-dessus, je vais travailler sur la politique, la policy, c'est la deuxième colonne, Business Enablers. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est donc avoir une feuille de route de référence
pour toutes les unités de développement. Donc, assurer une meilleure estimation des budgets, des échéances, hein. Et puis, voilà, améliorer les délais de livraison et de commercialisation pour les différents projets en cours, réduire les coûts de développement si c'est possible, améliorer évidemment la qualité du produit. On a vu que la qualité était un des éléments qui était driver pour l'organisation, pour la société. Donc, il fallait travailler aussi, bien sûr, sur la qualité. Et donc, à partir de là, on a mis en place des structures de gouvernance. Et ça, on voit combien c'est important parce que c'est eux qui font la transmission, les courroies de transmission entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui remonte au niveau de la BU et ensuite de l'organisation de la société en général. Donc là, on a le PPRB, donc ça c'est le Project Portfolio Review Board. C'est une organisation qui se fait le point à peu près tous les mois pour connaître l'avancement des projets. Hein. C'est eux qui décident de ce qu'on appelle le pipelining, c'est la prioritarisation des projets. Et c'est eux qui vont décider, par exemple, en fonction des résultats des projets, eh bien, est-ce qu'il faut mettre plus de ressources sur ce projet parce qu'il est en train de prendre du retard, alors que dans le pipe, on a d'autres projets qui devraient commencer. Et si les gens sont sur ce projet, ils ne vont pas pouvoir commencer les autres. Ou alors, est-ce qu'on tue le projet? Donc, c'est ça le rôle du pipeline qui gouverne le portefeuille de tous les projets. Et puis, on a le PRB, ça c'est pour chaque projet, Project Review Board. Là, il est composé du sponsor du projet. Aucun projet ne peut commencer sans avoir un sponsor. Ça, on est dans la stratégie de l'organisation. Il n'est plus question d'avoir le manager X dans son coin qui a lancé sa danseuse et qui, voilà. Donc ça, c'est plus possible. Donc chaque projet a un sponsor, un chef de projet et ensuite, dans le Project Review Board, on a les responsables métiers importants qui interviennent sur le projet. Eux, ils font le point, ils sont capables de faire le point toutes les semaines. Toutes les semaines, on a un point sur l'avancement des projets et cela remonte au Project Portfolio Review Board. On a ensuite la structure de gouvernance pour les équipes Operating Team, donc Project Review Management Operating Team. Là, c'est l'organisation qui permet d'assigner les ressources, allouer les ressources au projet en fonction des priorités qui ont été définies par le Project Review Board, Portfolio Review Board, et donc savoir si on change le nombre de ressources ou si on augmente, ou effectivement en fonction des décisions. Et puis le PMO, qui lui va analyser toutes les données des projets, va faire des propositions au Project Portfolio Review Board. Hein. Par exemple, eh bien, on a un projet à faire sur une technologie toute nouvelle. Eh bien, est-ce qu'on est prêt vraiment? Est-ce qu'on ne devrait pas attendre un peu et former telle ou telle personne pour être plus sûr de réussir dans le projet? Ou est-ce que, bon, on peut y aller, etc., etc. C'est aussi ce genre d'informations. Et aussi la disponibilité des ressources. Vous avez des ressources clés qui sont effectivement souvent très demandées. Donc, quand est-ce qu'elles sont disponibles? À partir de quand pourrait-elle travailler sur les projets? Et puis, évidemment, le PMO est responsable le travail sur les leçons acquises. Hein. Donc, sur le côté personne, eh bien là, on avait mis en place, moi j'avais mis en place un curriculum de formation et un career path, un plan de carrière pour les chefs de projet. Donc, ne peut être chef de projet qu'une personne qui a tant d'années d'expérience dans la gestion et qui a, par exemple, obtenu le PMP, hein, le Project Management Professional Certificate, voilà, qui est le standard PMI. Donc, à partir de là, on sait que cette personne est chef de projet, donc officiel, on peut lui attribuer des projets.
Voilà, donc c'est ce travail sur la partie people. Et donc, promouvoir aussi, évidemment, tout ce qui est qualité. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait en arrière-plan le modèle IFQM et tout le système qualité intégrait le PMI, le PMBOK, un Project Body of Knowledge de PMI, intégré dans le système qualité. Et pour répondre aux besoins et aux exigences des clients, on a un système qualité certifié ISO 9001, CMMI et Prince2 pour les Britanniques. Voilà. Donc, dans la colonne Process Area, on retrouve ici, pour cette année spécifique, tous les processus sur lesquels on doit se concentrer. Gouvernance, pipeline, project planning, project monitoring and control, requirement management, supplier agreement, configuration management, measurement analysis, process and product quality assurance. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, parce qu'on aurait ça fait trop. Mais vous voyez qu'en face, nous avons à chaque fois des résultats qui sont attendus. Okay. Donc, pour chaque product line, parce que la business unit était divisée en lignes de produits, product line, et competence center, centre de compétences, chacun doit définir ses objectifs. Ces objectifs vont faire partie du plan d'amélioration continue qui est approuvé par le management. Et les résultats donc vont être concaténés, rassemblés par le PMO, Project Management Office, c'est un résultat sur tous les projets, et remontés au niveau de la business unit et ensuite au niveau de l'organisation de toute la société. Donc, on a, comme je l'ai dit, tous les trimestres, la partie portfolio qui est alimentée par ce qui vient toutes les semaines, les résultats de tous les projets. Et donc, au niveau de la business unit, on va faire une balance des résultats en fonction de l'importance de chacune des organisations. Donc, pour, par exemple, l'excellence opérationnelle, eh bien, un des objectifs de la BU, c'est que 90% des 10 projets les plus importants ne doivent en aucun cas avoir un dérapage dans le temps ou dans le budget qui excède 10%. Et 70% des autres projets ne doivent pas avoir de dérapage, budget ou échéance, de supérieur à 15%. Si ça dépasse ces limites, la question se pose. Et c'est le prévu qui décidera si on continue, on assigne plus de ressources, on aide ou on tue le projet. Voilà. Donc, les outils, eh bien, c'est sur les projets en particulier les plus importants, les 10 projets les plus importants, le rapport hebdomadaire qui est fait doit être compatible à 100% avec les exigences de la compagnie. Elles sont bien définies, tous les outils sont là. Donc, les gens, dans le compte-rendu, le chef de projet doit suivre à 100% toutes les informations qu'on lui demande sur l'avancement de son projet. Pour les autres projets, c'est 90% de conformité. OK? Dans les rapports, voilà. Donc, ici, je vous présente le tableau un petit peu de tout ce qu'il y avait donc à l'intérieur de la BU. Vous voyez différentes lignes de produits, différentes segment teams. Donc, si je prends seulement la première ligne, vous verrez que bon, ben, la BSTC Solve et System Solution, hein, elle a 450 ingénieurs, elle représente 47% de l'organisation. Donc, effectivement, si elle réussit, c'est très important. Si elle échoue, c'est mauvais pour la BU en général. Donc, les objectifs à atteindre, c'est 90%. Et puis, on a un plan d'amélioration. Donc là, vous voyez pour l'année le plan d'amélioration du PMO
est-ce qu'il a été approuvé? Donc, dans cette colonne-là, on met oui, non. Ensuite, vous avez le plan opérationnel, hein, qui se décline avec le plan d'amélioration. Est-ce que lui aussi a été approuvé? Et les 3 dernières colonnes concernent les résultats par trimestre. Voilà. Donc, on va suivre de cette façon-là tous les trimestres où on en est pour chacune des organisations, des sous-organisations de la business unit. Et je précisais ici qu'un indicateur de performance, c'est un objectif chiffré à atteindre. Et c'est par rapport à cet objectif-là qu'on va se mesurer, parce que ce n'était pas toujours clair pour le faire comprendre aux gens. Donc, ici, voilà un exemple pour un résultat. On voit que l'objectif, j'avais dit, ici, c'était 90% pour le Segmenting System Solution. On voit qu'il a été partiellement atteint. À la fin de cette période, on est à 82%. Il y avait des éléments dans le plan, il y avait des éléments essentiels qui devaient être remplis. Là, ils en ont rempli 6. Mais on considère que les résultats, c'est partiellement, donc au niveau de la core team, c'est plutôt rouge. Donc, on atteint les objectifs, on considère que c'est fully, c'est-à-dire complètement atteint quand on est dans des résultats entre 90 et 100%. On considère que c'est partiel quand on est entre 80 et 90. Et on considère que ce n'est pas atteint, on est dans le négatif, dans le rouge, si on est en dessous de 80%. Ça, c'est des décisions qui sont plus stratégiques de la société. Donc ici, si on fait le bilan, j'ai mis un exemple avec 2 business units. On voit la première à 64,65% d'atteinte de ses objectifs, ce qui n'est pas terrible. Et la deuxième, 78,40%, ce qui fait pour un total des 2 business units, 71,52%. Donc, toutes ces informations-là sont remontées au niveau de l'organisation tous les trimestres. Mais ça, c'est en fait le film. Mais pour arriver à ce film, il y a toute l'organisation derrière. Hein. Et cette organisation, c'est là où c'est la deuxième partie un peu de cette présentation, c'est qu'il faut qu'il y ait on passe d'une zone hétérogène à une zone homogène. Donc voilà, il faut que on ait ces 6 étapes importantes: définir la stratégie, faire un état des lieux, harmoniser les outils et les méthodes, mettre en place les structures de gouvernance, concrétiser le pilotage et choisir les indicateurs. Donc, la stratégie, elle va dépendre de quoi? De la réalité commerciale. On a actuellement la globalisation, ça veut dire que même le petit producteur du coin, il va être confronté à la concurrence des produits moins chers qui viennent du bout du monde. On a une croissance, une demande de transparence de la part des clients et des partenaires. Et alors, si vous voulez avoir une subvention, je ne vous dis pas. On a des budgets qui sont de plus en plus serrés, donc on a moins de ressources. Donc, on va se tourner vers plus d'automatisation, de digitalisation. Et puis, on a moins de croissance. On a une exigence d'agilité au niveau de l'organisation, gestion du changement, plus de travail virtuel, intelligence artificielle, cybersécurité, exigence d'agilité, donc l'organisation, exigence en matière de gestion, de maturité de gestion, donc plus de professionnalisation, être capable de mesurer, méthode, exigence de compétences en management, avec des savoirs en particulier, par exemple, il faut que le manager soit capable de plus en plus de gérer des équipes avec des âges différents, des cultures différentes, être apte à négocier, communiquer. Et puis, exigence de différenciation. Je me différencie comment?
Est-ce que c'est par mes produits, la qualité, la fiabilité, l'efficacité de mes services, bien ma réactivité ou l'économie? Est-ce que je fais un choix du low cost ou un choix du premium? Donc, définir sa stratégie, où on va, comment on y va, quels sont mes objectifs. Et donc, on l'a vu, la gouvernance, mettre en place les outils de gouvernance. Donc, l'état des lieux, je vais me comparer avec les meilleures pratiques dans mon secteur professionnel. Les processus, est-ce qu'ils sont sous contrôle? Quelle visibilité est-ce que j'ai au niveau du top management? Est-ce que la direction de l'organisation a une visibilité? À quelle fréquence? Comment sont hiérarchisés les projets? Est-ce qu'ils sont en ligne avec la stratégie de l'organisation? Les livrables, donc ça c'est la qualité. Est-ce que je suis conforme? Est-ce que je livre des choses conformes avec les critères qui avaient été définis? Est-ce que mes clients sont satisfaits? Est-ce que mes ressources sont attribuées aux bonnes opérations et aux bons projets? Est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux? Donc on doit pouvoir se mesurer. Est-ce que chacun travaille avec ses règles ou est-ce que tout le monde joue au même jeu avec les mêmes règles et les mêmes outils? Donc cohérence, objectifs globaux et les informations passent facilement dans le cycle de vie d'une organisation à une autre sans qu'elle soit obligée de la retravailler pour pouvoir la traiter. Comment est-ce que sont consolidés mes résultats? Donc là, ça représente un peu une entreprise, le fonctionnement traditionnel. On a vu que les ERP permettent effectivement de faciliter ces échanges de données entre une organisation et une autre, entre la production, les finances, les stocks fournisseurs. Et ça, c'est très, très important pour la flexibilité et la rapidité de décision. Et ma structure de gouvernance, là, eh bien, je pars de la gestion stratégique et moi, en tant qu'auditeur et assesseur, ce sont des choses que je veux voir dans une entreprise, c'est-à-dire la gestion stratégique se traduit dans un plan et des objectifs stratégiques. La direction générale doit être capable de me montrer ça, mais ensuite, je dois être capable de le retrouver quand je descends dans l'organisation avec des plans et des objectifs tactiques, le plan et l'objectif opérationnel au niveau des programmes, des projets, des opérations, et le plan de gestion des ressources humaines pour attribuer ces ressources, allouer ces ressources aux différentes activités. Et ces informations doivent remonter. C'est la structure de gouvernance qui va faire remonter aussi toutes les informations, comme on l'a vu pour les projets, l'avancement et tout ça. Il faut donc ensuite concrétiser ce pilotage. Donc, c'est l'outil, le pilotage, c'est l'outil d'amélioration. On va faire un état des lieux au début de la situation, comparer mes résultats actuels avec la vision et la mission de mon organisation. Et à tous les niveaux de l'organisation, je vais développer et adapter les structures de gouvernance, standardiser et intégrer les processus, mesurer les performances, indicateurs de performance clés cohérents avec ceux de la direction, intégrer la culture de l'organisation avec des outils et des méthodes qui permettront d'améliorer, et puis peut-être aussi créer par exemple des équipes professionnelles. Moi, dans la gestion de projet, j'avais créé des équipes de chefs de projet. C'est une sorte de corporation de chefs de projet de la société. Une fois par mois, ils pouvaient se retrouver, ils avaient un déjeuner ensemble pour discuter et ils se sentent vraiment part de la société, d'une corporation qui est reconnue dans la société. Et ça, c'est important pour leur morale, pour la cohésion des équipes. Et juste une petite remarque, le télétravail, c'est bien, mais pour la cohésion d'équipe, c'est assez destructeur. Il faut faire attention à ça. Donc, voilà, communiquer pour adhérer, pour que tout le monde adhère. C'est un projet commun qu'on veut réussir tous ensemble. Et c'est vrai qu'il faut que les gens se sentent partie prenante de la société, de l'organisation.
quand ils voient, par exemple, qu'un événement a été sponsorisé par leur boîte, eh ben, c'est une fierté. Et c'est ça qui fait, par exemple, la cohésion, que les gens ont envie de continuer à travailler avec vous, d'être motivés. Donc, un projet commun, et on retrouve ici les indicateurs dont je vous avais parlé tout à l'heure. Voilà. C'est difficile de tenir le timing. Merci en Merci tout cas beaucoup, de votre attention. merci beaucoup Thierry pour toutes ces précisions et ces cas concrets. Alors nous avons déjà une dizaine de questions. Donc je propose de commencer par la question la plus globale, qui est la suivante. C'est quels conseils pourriez-vous donner pour le déploiement du Balance Scorecard dans une organisation qui ne l'a jamais utilisé? La première chose, c'est justement de savoir quelles sont les structures qui permettent de faire circuler l'information en haut et vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire que si j'arrive dans une boîte et que je vois ça m'arrive quand je fais des évaluations en entreprise, le patron va me sortir un très beau discours sur la stratégie de l'entreprise, etc. Et puis, je vais à la machine à café, je discute avec la première personne, et là, ah bon, alors là, ah ouais, il a dit ça. Bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, effectivement, la première chose, c'est faire en sorte que la communication descende bien. Et ensuite, vos structures, pour les résultats que vous obtenez, la structure doit faire remonter l'information. Donc, voilà. Alors je rebondis avec une autre question qui a été proposée, qui est en droite ligne. Comment avez-vous communiqué donc, lors de tes expériences en entreprise? Comment avez-vous communiqué et décliné votre stratégie à tous les niveaux de l'entreprise? Alors, là, en fait, il y a une chose, c'est que en France, on a, bon, la communication, évidemment, on a des web internes, on a un site internet interne, on a des réunions qui sont dans chaque groupe où le manager, lui, a le message pour communiquer à son groupe. Et quand on voulait s'assurer que pour des choses clés, les personnes avaient bien acquis et intégré ce qu'il fallait faire, on a un outil qui est assez intéressant, qui est le fait que tous les ans, chaque employé doit avoir une revue de performance avec son patron. C'est obligatoire en France et en Europe. Donc, à ce moment-là, dans le compte-rendu de cette revue, vous pouvez intégrer les messages très importants et théoriquement, la personne doit signer. Donc là, vous avez une assurance. En tout cas, moi, je l'ai vu des fois, justement, en évaluant des entreprises, où on est capable de dire oui, non, mais ils sont au courant, ils savent ça. Parce que, ben, d'ailleurs, regardez dans leur document de dernière revue personnelle avec le manager, c'est écrit et c'est signé par la personne. Donc, on peut aller jusqu'à ce niveau-là quand on veut faire passer des messages dont on veut être certain que les gens l'ont bien intégré. Ok. Donc il y avait une question ensuite, c'était comment impliquer les collaborateurs avec des objectifs opérationnels. Il semblerait que tu viennes d'y répondre, ou peut-être as-tu autre chose à ajouter? Oui, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est aussi de faire que chaque groupe professionnel, justement, se sente partie de, comme je disais, on a fait cette association des chefs de projet, une sorte de communauté de chefs de projet. On peut faire des communautés professionnelles où les gens se réunissent. Hein. Nous, on appelait ça, par exemple, je vous ai dit, une fois par mois, les chefs de projet, ils avaient ce qu'on appelait le lunch meeting. Et le lunch meeting, c'était en fait ça pouvait être un sandwich, mais en tout cas, ils se réunissaient tous au moment du repas, dans une même salle, et ils avaient eux-mêmes défini des sujets sur lesquels ils voulaient discuter ensemble. Et quand vous faites ça, les gens se sentent effectivement, vous pouvez le faire pour différents types de professions, hein, et les personnes se sentent vraiment partie prenante dans cette profession et reconnues au sein de l'organisation.
Merci. Alors, les questions suivantes sont plus structurelles. Il y en a une qui se pose sur les processus, du type: «Est-ce que vos processus étaient en ligne avec l'approche ISO 9001?» Ah ben oui, parce que de toute façon, on était certifié ISO, on est certifié ISO, hein. Mais ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, d'abord, quand j'ai mis en place des systèmes qualité, j'en ai mis en place pas mal, et j'ai conseillé aussi des entreprises pour le faire. La première procédure que j'ai mis en place, toujours, la première, c'était la procédure de gestion des changements. Et ça a souvent surpris. Mais il faut savoir qu'une procédure qui est figée, elle est morte et elle va vous tuer. Parce que ça veut dire que c'est rigide, que vous n'avez pas bougé, vous n'allez pas bouger, donc vous allez être dépassé très rapidement. Donc, il faut que les procédures soient avec un système de changement, et toute demande de changement peut venir de n'importe quel utilisateur de la procédure et doit recevoir une réponse à sa demande dans les 3 jours. C'était moi, ma règle. Dans les 3 jours, je pouvais dire à la personne, oui, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, voilà pourquoi. Ou on va mettre en place ce que tu demandes. Par contre, pas tout à fait, parce qu'il y a ça et ça et ça que tu as un peu oublié. Bon, mais ça, c'est très important. Et effectivement, moi, j'ai toujours été certifié ISO, CMMI également, hein, le Capability Maturity Model Integrated, parce qu'on travaillait aussi avec certains clients aux États-Unis et c'est obligatoire pour eux. Et puis Prince2 pour les Anglais, pour la partie projet, gestion de projet. Merci. Alors, une question un peu plus focalisée. Donc, on voit ici une déclinaison pour l'entreprise, mais comment fait-on pour un niveau inférieur, par exemple? Comment le processus d'achat va-t-il trouver sa ligne stratégique et ses objectifs? Alors le processus d'achat, eh bien, de toute façon, il a, par définition, la stratégie va orienter déjà ce qu'ils vont avoir à acheter, hein. Et à partir de là, ils vont avoir des objectifs qui vont être définis pour aller dans le sens de cette stratégie. Donc, est-ce que on va passer des partenariats avec certains fournisseurs ou est-ce que, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des fournisseurs ou des sociétés avec lesquelles vous ne pouvez pas faire de partenariat. Ils le refusent systématiquement. Donc, c'est vraiment au cas par cas, ça, hein. Mais est-ce que vous allez plus dans le sens d'un partenariat? Est-ce que vous voulez rester beaucoup plus avec multi-fournisseurs et la possibilité de changer de l'un vers l'autre? Évidemment, vous avez toujours plusieurs fournisseurs en attente. S'il y en a un qui vous claque dans les mains, il faut qu'il y en ait un autre derrière. Bon, toutes ces choses-là sont à prévoir. Et vous devez aussi, si vous êtes bien dans un cadre de qualité, faire une évaluation annuelle de vos fournisseurs pour savoir si vous les gardez ou parce qu'ils vous ont satisfait et s'ils n'ont pas satisfait, est-ce qu'on peut améliorer avec eux ou est-ce que on les laisse tomber et on va vers d'autres. Ça fait partie des métriques à remonter dans les tableaux de bord, en toute logique. Absolument, absolument. Alors, le point suivant traite de la RSE. Comment prendre en compte le reporting lié à la RSE qui fait souvent partie de la stratégie? Oui, alors là, la RSE concerne justement plusieurs domaines. Donc, vous allez avoir sans doute des indicateurs qui vont être définis au niveau de la stratégie concernant la RSE, par exemple, vos relations avec les organisations extérieures. Si vous prenez des étudiants, par exemple, avec les universités, comment vous traitez vos étudiants? Si vous regardez le côté environnement, qu'est-ce que vous faites pour la société? Tout ça, ça va faire l'objet d'objectifs qui devraient être définis. Et à partir de là, vous allez être capable de mesurer jusqu'à quel pourcentage vous les avez atteints ou pas.
Oui, autrement dit, ça se dissémine dans la stratégie un Oui, scorecard. C'est pas oui, mais focalisé quelque part. Oui. on doit le retrouver et de toute façon le suivre et savoir remonter l'information. Ça peut être en termes de pourcentage ou ça peut être en termes de chiffres. Ça dépend de ce que c'est. Là, c'est assez difficile, comme ça, dans l'absolu. Merci. La question suivante est sur le benchmark. Est-ce que vous aviez une approche de benchmark pour vos indicateurs? Oui, alors ce qui se passe, c'est que dans ce monde de semi-conducteurs, il existe une base de données qui s'appelle Newmetrics. Et cette base de données fait que toutes les entreprises du semi-conducteur, de façon anonyme, rentrent les informations concernant leur projet dans cette base de données et obtiennent un comparatif sur ben, le coût de développement de tel type de projet par rapport à la concurrence, où on est, le temps de développement, le niveau de qualité atteint. Hein, donc ça, c'est déjà un benchmark concret sur les projets et les outils qui en sortent dans le semi-conducteur. Hein, c'est institutionnalisé. Biometrix, vous pouvez regarder, c'est bon. Après, on se benchmarkait aussi d'un site à l'autre. Alors, c'est pas toujours facile à faire parce que ouais, les autres ils sont meilleurs que nous, mais bon, il faut voir que. D'accord. Mais ce qui est important, c'était de mesurer pourquoi telle organisation dans tel pays, sur tel site, avait des meilleurs résultats que celle-là. Qu'est-ce qu'on pouvait améliorer d'un site à l'autre? Hein. Donc, un benchmarking interne également, en plus du Numetrix qui était le benchmarking externe. Oui, j'ai connu ça dans les télécoms aussi. Toutes les sociétés envoyaient leurs résultats à une université américaine qui nous replaçait ensuite par rapport aux meilleurs et aux moins bons. Voilà, ouais. Et ça permettait d'avoir un positionnement relatif et Alors, anonymisé quand même. Oui, anonymisé, oui, c'est-à-dire que vous savez où vous vous positionnez, vous ne savez pas où sont les autres, mais vous vous êtes positionné par rapport aux autres. tout à fait. Alors, une autre question très actuelle, en considérant donc justement la situation actuelle avec ses forts impacts sur les activités dans les résultats, comment est-ce qu'on peut prendre ça en compte dans le balance scorecard? Dans le balance scorecard, ben, effectivement, vous êtes obligé de tenir compte. Alors, ça dépend. Est-ce que vous êtes une organisation? Si vous faites du manufacturing, le télétravail, ça ne va pas être tellement facile. Si vous faites de la recherche et développement ou du service, c'est déjà plus possible. Donc, vous devez, dans ce cas-là, essayer d'établir des mesures en termes, si je prends le cas du télétravail, combien de personnes le font et est-ce que vous arrivez à déterminer les résultats enfin, par rapport à vos résultats, l'impact que ça peut avoir. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Et ça, c'est très important parce que ça peut vous amener à définir une stratégie. Il y a déjà plusieurs organisations qui ont vu que, comme je le disais tout à l'heure, le télétravail peut avoir un impact très déplorable sur les cohésions d'équipe. Et quand vous avez, par exemple, dans la gestion de projet où vous travaillez en équipe, ça, c'est assez difficile. Donc, ça peut vous amener à définir télétravail, oui, mais tant de jours par semaine, pas tout le temps, et peut-être à tour de rôle. Hein. Donc, il faut être capable, en fonction des choix que vous faites à cause de la situation actuelle, de créer des indicateurs qui vont être liés, d'une part, aux résultats attendus de votre stratégie et être capable de mesurer l'impact que, par exemple, un choix comme le télétravail peut avoir. Oui, puis je rebondis sur ce point, c'est que là, tu soulèves un cas dans un exemple de type manufacturier, donc qui est indirectement impacté par la situation, mais j'imagine un hôpital, ce qui peut aussi très bien mettre en place une approche balance scorecard,
Là, il est en frontal, il y a un impact fort. Est-ce que tu vois une différence d'approche en fonction de cette situation ou l'approche par scorecard doit rester la même et juste se réévaluer? Alors, les hôpitaux, c'est particulier parce que dans ce cas-là, ils ont ce qu'on appelle le plan blanc. Tous les hôpitaux ont ça. Et le plan blanc, c'est le plan d'urgence. Et là, ils ont déjà des choses qui sont très définies sur leur façon de travailler en cas de plan blanc. Mais ils ont des mesures, généralement, qui sont liées à ça et qu'ils font évoluer d'une fois sur l'autre. Si vous prenez la région de Nice, par exemple, quand il y a eu l'attentat le 14 juillet, eh bien, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de plans blancs qui ont été revus et amendés, corrigés, améliorés suite à cette situation catastrophique. Et en particulier, par exemple, un problème qui est encore le cas aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de meilleures relations entre l'hôpital public et les cliniques privées. Privé. Vaste question. Alors, je propose de finir par une dernière sur des termes que moi-même je découvre, c'est leading indicator et lagging indicators. Si toi ça te parle, est-ce que vous avez mis en place des leading indicators pour supporter les lagging indicators? Est-ce que... Oui, alors leading indicators, on les appelle pas comme ça, mais c'est ceux qui vont vous permettre d'aller justement vers vos stratégies, mais à plus long terme, hein. C'est-à-dire qu'ils sont, je vais dire, j'allais dire driver, mais c'est eux qui vont tirer, par exemple, pour aller dans le sens de la stratégie qu'on a définie, hein. Et puis, les lagging indicators, ce sont plutôt ceux qui vont vous permettre de vous assurer que la stabilité est là et qu'il n'y a pas une déperdition, détérioration des fondations sur lesquelles vous êtes. C'est une notion de terme, quoi, en fait, entre le long terme Oui, et court terme. c'est cela, oui. Et puis aussi, vous assurer que, je dirais, si en gros, euh, dans une entreprise, vous avez les opérations. Les opérations, c'est ce qui permet de faire tourner la boîte. Et ça, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, ça doit être beaucoup plus stable, et tourner et fonctionner correctement. Ça s'améliore, mais c'est une base, c'est les fondations. Et après, vous avez la partie projet, traduit souvent dans les organisations de développement, recherche et développement. C'est ce qui va permettre d'aller de l'avant, de vous avancer et d'aller vers des changements de marché, vers des nouvelles technologies, vers la découverte, l'innovation. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Thierry. Eh bien, Moi. on a pu conclure par cette dernière question et traiter toutes les questions qui étaient soulevées en débordant un petit peu. On aura une amélioration à apporter dans notre respect du temps. Et on va pouvoir passer la parole à donc Jean-Jacques Bonneau, chef du projet, pour la conclusion de cette session dans le cadre de ce programme Entraide. Merci, merci Guy, merci à toi Thierry pour cette présentation. Et Guy a parlé d'amélioration continue. Justement, nous allons vous proposer de participer à un sondage pour évaluer ce webinaire et nous comptons bien sur vos retours, sur vos feedbacks pour essayer aussi d'améliorer notre process webinaire pour les prochains webinaires. Alors, en parlant de prochains webinaires, nous allons lancer la dernière période jusqu'à la fin de l'année. Nous aurons 4 webinaires d'ici la fin de l'année, 2 en deuxième quinzaine de novembre et 2 en deuxième quinzaine de décembre. Nous aurons 2 thématiques qui vont être abordées au cours de ces webinaires. Ce que nous appelons les webinaires l'ère du temps. L'ère du temps, ce sont les grandes idées, les grands concepts qui passent de bouche à oreille et qui sont justement dans l'ère du temps et que nous abordons pour essayer de les démystifier
essayer d'apporter quelques informations pour décoder de quoi il s'agit. Donc, 2 thèmes seront traités dans le cadre de l'ère du temps: l'économie circulaire, grande idée qui court en ce moment, et un deuxième concept, une deuxième idée qui est intéressante, c'est les entreprises où il faut bon travailler. Et dans ce cadre-là, notamment, seront abordées les corrélations que nous pouvons faire entre la performance économique de l'entreprise, de l'organisation, avec la satisfaction des collaborateurs et le plaisir de venir travailler. Donc, vaste débat, et débat très intéressant. Ça, c'est sur l'aspect l'ère du temps. Deux webinaires très concrets que nous voulons très concrets. Un qui est très pratico-pratique sur la méthode 8D, méthode d'amélioration continue, de résolution de problèmes et de résolution des dysfonctionnements de l'organisation. Et un deuxième webinaire également très pratico-pratique sur le document unique et la liaison, le lien qu'il y a entre le document unique et le management de l'entreprise, le management de la collaboration de tout le personnel dans l'organisation. Voilà notre programme. Nous espérons vous y retrouver très nombreux. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette réunion. Si nous regardons l'indicateur du nombre de participants, nous terminons à une quarantaine de participants, et vu l'assiduité par rapport le nombre de participants initiaux, nous avons un webinaire qui est intéressé. Donc, très heureux de vous avoir accueillis et au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains séminaires. Bonne fin de journée à vous et bon week-end à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.